Alors moi c'est Marie et je suis co-directrice artistique. Donc je suis Raphaël et je suis artiste-musicien dans le collectif depuis 2011. Je suis Maria Sophie et je fais l'accompagnement à la production et à la diffusion également des projets d'Étranges Miroirs. Le collectif Étranges Miroirs est né en 2011. Quel était son objectif? L'objectif d'Étranges Miroirs, c'était de créer des formes un peu innovantes sur la question de la sensibilisation aux histoires de vie de migration. C'est un projet qui est né suite à une rencontre au sein d'une asso de solidarité qui s'appelle la CIMAD, qui apporte une assistance juridique, entre autres, aux migrants arrivés en France. Et on était un certain nombre de bénévoles dans cet asso. On portait un festival de sensibilisation et on a voulu un petit peu renouveler les formes de sensibilisation pour un petit peu bousculer les pratiques culturelles autour de ces questions-là, quoi. Où sont les mémoires quand nous n'y pensons plus? Comment vivre avec son passé sans qu'il empiète sur son présent? Vous parlez d'Étranges Miroirs comme un collectif de recherche artistique et scientifique sur les sujets de migration, entre autres. Qu'est-ce que c'est une recherche scientifique sur la migration? Avec quels partenaires vous développez cette partie-là de l'activité? En fait, à la base, donc le partenaire principal, ça a été la CIMAD, qui est une association de défense des droits des étrangers. Et du coup, les premiers projets qu'on a réalisés, il y avait toujours un côté, donc une base de témoignages, donc documentaire, en suivant le parcours d'une personne, par exemple. Et puis, on croisait les éléments du parcours de la personne avec une analyse plus scientifique ou en faisant appel à des spécialistes de la question, pour un peu tenter de mettre en perspective ces parcours qui en fait sont liés à des questions politiques, à des questions géopolitiques, à des questions économiques, enfin bref. Donc vous produisez pas la recherche scientifique, c'est vraiment vous l'utilisez? On l'utilise beaucoup. Donc on a d'abord travaillé avec la CIMAD, mais qui n'est pas non plus qui est une ONG. Hein. On a travaillé avec un groupe qui s'appelle Migre Europe, qui est un réseau pour le coup qui regroupe beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les questions de migration et qui cherchent à faire du plaidoyer sur ces questions, produire de l'information et rendre ça accessible au grand public, et aussi dénoncer auprès des politiques. On a travaillé de plus en plus finement avec ces gens-là, et pour arriver à un nouveau projet, par exemple, là où, au lieu de prendre leur matière et de la retravailler avec nos outils, on essaye de travailler vraiment en collaboration avec une équipe de chercheurs, de chercheuses, pour voir aussi à quel endroit on peut confronter nos façons de faire, nos langages. Alors justement, ça m'intéresse beaucoup, c'est comment cette recherche-là elle aboutit à un processus créatif? C'est tout l'enjeu du projet qui est en cours, là, qui s'appelle Atlas Cinéma, qui, on s'est dit, on va pas partir tout de suite sur la phase de création, on va d'abord apprendre à se connaître un peu mieux. C'est-à-dire qu'on va pas juste venir vous voir pour vous interviewer, ou on va vous demander de produire une carte, par exemple, ce qui a pu être le cas sur une expo qu'on a fait avec eux en 2015, par exemple. Mais on va prendre des temps ensemble de recherche, de pratique, d'interconnaissance, qui comprennent aussi dans notre manière de travailler à nous, et que nous, on en apprenne aussi plus sur eux avant de construire, d'écrire le projet. Et dans l'absolu, ce qui serait génial, c'est qu'ils participent complètement à la production artistique. Donc là, au départ, c'est des temps d'échange autour d'une table? Oui, là, on a carrément, on organise des ateliers, en fait, des workshops, où on invite les chercheurs à venir pendant 2 jours. Ils se familiarisent avec nos outils, donc ils ont participé à des stages de comment faire un documentaire sonore, comment faire pour faire une mise en récit d'une rencontre qu'ils ont eue sur un terrain, et comment raconter cette rencontre de manière plus... à la première personne? À la première personne, déjà, oui. Sortir de ce côté un peu froid du rapport de chercheurs. Tout ça pour un peu les emmener à d'autres endroits, et aussi pour leur faire comprendre comment on travaille. Parce que eux, souvent, ils ont une vision assez fantasmée de ce qu'on fait. Ils se disent, on va leur filer ça, et puis ils vont rendre ça accessible, tout le monde va comprendre, ça va être génial. Mais là, c'était aussi leur dire, mais attendez... En fait, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'étapes. Et quelles sont les étapes? On travaille beaucoup avec le portrait,
Donc on cherche toujours un témoin, et sur la base de ce témoin, on va déjà instaurer une relation de confiance avec cette personne, l'interviewer, peut-être pousser jusqu'à la mise en récit de son parcours, et ensuite passer à une étape où on met en image son parcours, et en musique et en son, pour arriver à une forme vivante. Une forme scénique. Et sensible, ouais. Ouais. C'est très simple en fait, mais avec son parcours, en tout cas, on cherche à tout le temps l'augmenter de connaissances qui permettent de mettre en perspective son histoire. Enfin, Oui, que le singulier se retrouve avec l'histoire sociale, c'est ça. sociétale. Oui, ça peut être des fois des parcours très simples qui paraissent pas fous comme ça, mais qui racontent toujours. Voilà, ça me fait penser à pardon, du coup je digresse, mais une personne on a rencontrée dans une résidence dans le nord de la France, dans le bassin minier, une femme d'origine polonaise qui a une vie très simple, mais elle est issue de la migration polonaise qui est venue travailler dans le bassin minier. Et en fait, sa vie raconte une partie de l'histoire de France, enfin de l'histoire des migrations en France, mais aussi l'histoire de l'économie en France, le charbon, tout ça. Toute histoire est liée à la grande histoire, et c'est ça qui est beau, je trouve. C'est ce que j'avais demandé, ça doit être... quand on travaille à partir du témoignage, on doit être vraiment plongé aussi dans l'émotion de l'histoire. Oui, oui. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est quand on arrive aussi, là, cette personne, Martha, elle s'est mise en scène aussi. Au bout d'un moment, elle a compris l'intérêt. Oui, elle s'est prêtée au jeu de la rencontre, de l'interview. On est allé la voir de manière très régulière. Tout se passe dans sa cuisine, elle accueille beaucoup de gens, les voisins passent, etc. Sa famille est très présente. Donc on faisait partie un petit peu de son agenda hebdomadaire, et on avait rendez-vous tous les mardis. Mais la relation s'est créée comme ça, et c'est de cette manière qu'elle a accepté de se mettre en scène aussi. Voilà. Oui. Un des premiers projets, Mother Border, on suit l'histoire d'un jeune Tunisien parti au lendemain de la révolution tunisienne, et son périple, son parcours du combattant pour arriver en France et puis pour rester. Pareil, lui, il a vraiment... il a fini par se mettre en scène lui-même. On le filmait, mais il prenait des postures, on le dirigeait, on n'a même pas besoin de le diriger. Enfin, on avait réussi à instaurer cette confiance qui n'est pas simple du tout. Et que la personne, surtout, elle y croit, qu'elle pense qu'il y a une véritable utilité. On lit avec l'histoire politique, géopolitique, mais aussi on voulait raconter l'histoire d'un jeune, tout simplement, qui a 27 ans, qui veut juste avoir des expériences, traverser les frontières, rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, comme plein d'autres jeunes de son âge, français ou pas. الحرقة يا عم الحر شفيك لا تشوف الموت شفيك Harqa. Harqa, c'est le voyage de la mort. Harqa, ça veut dire brûler. كلش تتوقع هكا نجي كان صغير هكا ما نجيش يودي يكون خير من هكا بالفرق. وغريبي يما وتغرب في السرير. Et comment vous faites le choix des partenaires avec lesquels vous travaillez, et comment vous choisissez les personnes que vous allez interroger, dont vous allez utiliser les témoignages? Alors les partenaires, c'est un réseau un peu quand même. La CIMAD, tout ça, c'est des partenaires qui nous ont dirigés vers d'autres partenaires. Les personnes, ça dépend, ça va être un peu au feeling. C'est vrai qu'on choisit évidemment les personnes, trouver des femmes âgées, j'aime bien. C'est un critère de choix. C'est un critère de choix, c'est vrai. Mais oui, parce que t'as envie de parler de transmission, de mémoire. Ouais. Comment on les trouve, des fois ça va être de passer par des assos, ou là c'est typiquement parce qu'on a un partenaire en Rhône-Alpes qui est le centre du patrimoine arménien, donc donc c'est un réseau aussi qui nous amène à rencontrer des personnes. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve nos témoignages. Et Martha, vous l'avez trouvée comment? Martha, c'est... on faisait des ateliers dans une école, et c'était la grand-mère d'une petite fille. L'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère. Ouais. Parce qu'on cherchait en fait à ce qu'il y ait un dialogue intergénérationnel, à ce que les enfants, là c'était des CP, CE1, se posent un peu la question de quelle a été l'enfance de leur grand-mère. C'est l'Institut qui nous a suggéré
de questionner cette femme. Et puis la petite fille nous en a parlé. Enfin, on sentait qu'il y avait un personnage. Tous les enfants ont enregistré, écrit d'abord, et puis enregistré des questions. Et on a fait écouter les questions des enfants. Ça a commencé comme ça. C'était un espèce d'échange sonore par le biais du son, quoi. On lui faisait écouter les questions des enfants dans sa cuisine. Puis elle a répondu. Parce que finalement, toutes les questions de tous les enfants, c'est elle qui a répondu. D'accord. On ne pouvait pas aller voir toutes les grand-mères et toutes les mamans. Ouais. Donc on a choisi Martha. Est-ce que tu t'amusais bien à la récréation? Ah oui, à la récréation, on s'amusait bien. Ben, on jouait à la corde, on jouait pas grand-chose. Moi, j'allais à l'école des sœurs, alors il fallait d'abord faire les prières. Alors, c'était sérieux, hein? Il fallait d'abord faire les prières. Est-ce que tu regardais Star Wars? Est-ce que tu jouais aux cartes? Est-ce que tu jouais au loup? Avec quoi tu jouais quand tu étais petite? Je jouais à la poupée. Une belle poupée. J'avais une toute petite poupée en caoutchouc parce qu'on n'avait pas les jouets comme maintenant. Comme maintenant. Nous, on jouait avec des cailloux, on jouait avec des feuilles. On mettait un caillou, on mettait une petite planche et puis on pesait d'un côté, de l'autre, on jouait à la maman, on jouait à la marchande. On jouait à la marchande. On n'avait pas de jouets comme maintenant, hein, on n'avait pas de jouets du tout. Et est-ce que vous pouvez nous présenter le projet Atlas? Atlas, on en parle un petit peu depuis tout à l'heure en filigrane. C'est ce projet donc, qui est né d'une première collaboration avec le réseau Migre Europe, avec lequel en 2015 on a monté une expo itinérante qui s'appelle Moving Beyond Borders. Migre Europe, donc comme l'expliquait Marie, c'est un réseau euro-africain qui rassemble à la fois des assos, des ONG, des chercheurs à titre individuel. Ils produisent un atlas qui regroupe un peu toutes leurs recherches, toutes leurs productions, et ils utilisent beaucoup la cartographie. L'idée était proposée par un des chercheurs porteurs qui s'appelle Olivier Clochard, qui a lancé l'idée de faire quelque chose de comparable, mais pour l'espace public. Et du coup, depuis, on y a travaillé. C'est ce qui a donné un petit peu tout ce qu'on racontait, là, ce projet de comment monter un projet, cette fois-ci, non pas à partir de quelque chose que vous avez fabriqué, et puis nous, on le reprend, mais là, on fabrique quelque chose en se donnant d'abord le temps de se connaître un peu plus à fond dans nos pratiques, pour qu'on aille un peu plus loin dans la collaboration sur l'écriture d'un projet culturel, d'un objet culturel, qui va être donc un atlas vivant, qui va raconter des histoires issues de rencontres qu'on aura fait au cours de terrain. On a commencé à aller, et on y retournera très bientôt, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, on cherche à trouver 3-4 portraits. Vraiment, les rencontres se font avec eux, avec les chercheurs, et ça va donner lieu à une première série de chapitres sur ces 4 premiers personnages. Et quand on est arrivé, donc c'est là que j'ai eu mes 14 ans ici en France. C'était un soir, c'était vers 22h du soir, et là je vous dis pas le choc. Le choc qui était immense, parce que Kaboul c'est quand même la capitale, et puis après nous avons atterri à Paris. Quand on vient à Konya, à l'époque il y avait quoi dans les 300, je sais pas à l'époque il y avait combien d'habitants à Konya. Peut-être un peu plus de 300 personnes. Il y avait une cabine téléphonique au village. On se précipite. On appelle notre frère aîné. On lui dit, où est-ce que nous sommes arrivés? On est dans quel monde? Ça sera raconté comme si on parcourait les parcours les chapitres d'un livre qu'on ouvrirait comme ça sur les façades grâce à l'animation vidéo. Enfin, il y a toute une idée de rendre ça accessible par un scénario un peu qui emprunte un peu au dessin animé. Il y aurait un oiseau qui accueillerait les gens et qui les accompagnerait dans la lecture, la rencontre de ces différentes personnes. Voilà, autour du côté un peu documentaire et scientifique, on veut vraiment raconter quelque chose d'une manière très ludique, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime bien en tant que spectatrice, souvent, ça c'est purement, encore une fois, subjectif, mais j'aime beaucoup quand j'apprends des choses. J'ai envie que les gens y ressortent et ils ont aussi appris des choses, quoi. Quand les gens sortent et disent « Ah ben ça je savais pas », je trouve ça génial.
Et là, du coup, ce nouveau projet aussi, c'est peut-être c'est la cartographie. Les gens, la plupart du temps, c'est l'affiche au fond de la classe, le prof de géographie. Enfin, ça, tout le monde a envie de dormir, quoi. J'aimerais bien que les gens ils sortent et disent ah ouais, en fait, c'est beau une carte. Là, puis là, j'ai appris ça. Je savais pas qu'en 1920, il y a eu beaucoup d'Arméniens qui sont arrivés en France suite à un génocide. Enfin, voilà, bon. Sans non plus asséner des vérités aux gens, c'est aussi leur donner suffisamment d'éléments pour juste qu'ils se changent il y a une petite chose qui change, quoi. Voilà. Enfin, c'est réussir à faire ça. La dimension de l'espace public, ça apporte aussi bah oui. un volet assez où ça ouvre le public à qui on s'adresse, parce que à savoir si des personnes non convoquées peuvent aussi apprendre des choses ou apprécier les cartes projetées et puis s'intéresser. Pas forcément, même s'ils n'ont pas tous les éléments du spectacle, c'est quand même déjà une première approche. Et ce projet Atlas, il est prévu pour avoir une forme qui sorte quand ? En 2023. D'accord. Mars 2023. Ça, là, on est vraiment au début, c'est pas encore... Encore une bonne grosse année de travail. Ouais. Quand j'écoute ce morceau-là, parmi d'autres chansons à lui, ça me fait penser à cette fameuse chanson de Léo Ferré, Avec le temps. Ne voyez pas l'aspect extérieur de ma robe rouge. Vous voyez ce que j'ai en moi à l'intérieur. Si vous avez remarqué, comme la plupart des fleurs, mais notamment la tulipe, au fond, elle a une tache noire. Et autour de la tulipe, il parle de la liberté humaine. L'homme est né libre, il doit vivre librement. Il y a 5 ans, vous avez dit de vous-même dans une interview que vous vous sentiez comme des ovnis dans le paysage culturel parce que vous aviez un militantisme trop présent. Est-ce que 5 ans après, c'est quelque chose que vous ressentez toujours autant ? Moins qu'avant. Je trouve que la question est quand même tellement implosée dans la société que finalement, il y a de plus en plus de gens qui s'emparent du sujet aussi, et ce serait bien. Enfin... Et puis parce qu'on a grandi, quoi. Ça fait 10 ans qu'on existe. Voilà, on assume plus aussi ce qu'on fait. Et donc toi, tu t'occupes de la production et donc diffusion des créations de la compagnie. Est-ce que tu ressens de la part des institutions culturelles un frein, une peur quand tu présentes un spectacle qui est clairement engagé sur une thématique sociale, ou alors pas forcément ? Non, pas forcément. Effectivement, il y a des sujets plus difficiles que d'autres et des partenaires plus frileux que d'autres, ou plus difficiles au sens où certains pourraient penser que c'est un peu casse-gueule de traiter un sujet brûlant ou controversé, ou voilà. Ce qui est effectivement plus peut-être compliqué, c'est la lisibilité quand c'est que ça touche autant de disciplines croisées et puis de questions sociales et politiques, tout en étant présentées de façon très artistique. Donc c'est peut-être comment s'y retrouver, à quel endroit ils peuvent porter ou défendre un projet qui est très diversifié dans son contenu, quoi, qui n'est pas que artistique, ouais. Et à la fois, je pense qu'en effet, le fait de se sentir légitime de plus en plus, ou de l'assumer, d'avoir des retours positifs du fait que les travaux le travail est apprécié. Aussi sur tout ce qui est sur le travail autour du patrimoine ou de la mémoire. Il y a une reconnaissance qui est de plus en plus présente, donc voilà, c'est pas forcément chose aisée d'être hors case, entre guillemets. Ouais. Mais c'est aussi une force, enfin, c'est ça, c'est savoir en tirer la force. Une question plus personnelle, c'est donc vous avez donc commencé votre parcours en étant bénévole à la CIMAD, vous êtes ensuite vraiment investi d'un point de vue artistique
et presque même scientifique dans l'étude des migrations. Aujourd'hui, après tout ce parcours que vous avez réalisé, pour vous, quels sont les grands enjeux aujourd'hui sociétaux en termes de migration en France? En tout cas, sur le nouveau projet, là, moi j'ai mis un point d'orgue un peu à ne pas parler de migration, mais d'histoire de gens qui ont traversé des frontières, certes, parce que je pense que la question des migrations est beaucoup, est tellement dévoyée. Elle est victime du fait qu'elle est traitée de manière isolée, en fait. Du traitement médiatique, de la politisation. Et je trouve que tout l'enjeu, c'est qu'un jour, peut-être, les gens ne pensent plus en ces termes, seulement dans l'être humain, quoi. Enfin... Et l'enjeu, ce serait de revenir à l'humain. Voilà, ouais, tout simplement. C'est pas la moindre, mais ouais.